Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce lundi 14 décembre en République centrafricaine, où a démarré ce dimanche le référendum sur la Constitution. Plusieurs incidents ont émaillé malheureusement ces votes, aussi bien en province qu'à Bangui. Dans la capitale notamment, des tirs à l'arme lourde ont éclaté au PK5 et de nombreux citoyens ont fait état de menaces et aussi d'intimidation lorsqu'ils allaient voter. Intimidation surtout dans le nord et l'est de la Centrafrique, par exemple à Ndélé, à Birao, à Karabandoro, mais aussi à Bossangoa, le fief de François Bozizé dans l'ouest du pays. Pour ce qui concerne le quartier PK5 de Bangui, on compte une vingtaine de blessés, mais surtout 2 morts. Le référendum constitutionnel d'hier est la première étape, vous le savez, d'un processus électoral qui est censé sortir le pays de 3 ans de violents affrontements. Les élections groupées présidentielles et législatives sont toujours prévues, elles, le 27 décembre prochain. Malgré les intimidations, des citoyens du quartier majoritairement musulmans PK5 ont manifesté devant le siège de la MINUSMA dans la matinée, insistant pour voter, pancarte à l'appui. D'autres brandissaient des exemplaires de la Constitution ou encore traçaient des grands oui à la craie sur le sol de l'avenue Boganda. C'est alors que d'autres électeurs qui attendaient l'arrivée tardive du matériel électoral transporté par les casques bleus sénégalais de la MINUSCA ont été visés par des tirs à la mitrailleuse et aux lance-roquettes qui ont éclaté près de l'école Bayadoumbia. Je vous propose d'écouter ce témoignage. Plein de gens étaient déjà amassés devant l'école Kouroukou, mais sauf que ceux qui ne sont pas d'accord avec la Constitution, ceux qui disent qu'il ne faut pas voter, ils ont commencé à jeter des projectiles. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. La population apeurée est repartie chez elle. Lorsqu'on est arrivé juste à la rue de ceux qui sont contre le vote, ils ont ouvert le feu. Ils ont ouvert le feu, nous sommes dispersés n'importe comment dans le quartier. Et c'est là où nous avons décidé d'aller là où ceux qui devaient sécuriser le vote n'ont pas fait aussi leur travail, c'est-à-dire la MINUSCA. Et nous sommes retrouvés à la MINUSCA. Nous avons protesté. Nous avons été reçus par le général Onyanga. Maintenant, la solution a été prise. Il est question maintenant d'emmener les urnes. Et justement, voici les explications fournies du côté de la force onusienne en Centrafrique par Feonanga Anyanga, le chef de la MINUSCA, détaille la situation. C'est le courage, la détermination des Centrafricains aujourd'hui, qui ont bravé toutes les peurs et les menaces, surtout, comme vous l'avez vu encore ce matin, au kilomètre 5, qui, je crois, restera la marque forte du vote référendaire d'aujourd'hui. Nous restons déterminés dans notre volonté de mettre un terme aux agissements de ces saboteurs. Et je suis confiant que le moment venu, nous y parviendrons. Désormais, avec la pleine collaboration des populations elles-mêmes qui vous ont dit aujourd'hui, peut-être que ce qui s'est passé jusque-là, c'est que les populations, peut-être par peur, devaient protéger ces saboteurs. Mais aujourd'hui, ces populations nous disent qu'elles sont prêtes à briser les chaînes de l'oppression dans laquelle elles se trouveraient. De tels agissements peuvent être passibles de condamnation internationale, sont passibles de condamnation internationale et peuvent être traités comme des crimes de guerre. Il y a une montée en puissance de la force et ce qui fait que l'ajout, évidemment, des troupes sénégalaises qui sont effectivement, pour l'instant, nos meilleurs atouts, il faut le dire, nous permettent précisément de gagner ces victoires et de prendre la main sur tous ces groupes armés. Hier soir, ce sont d'autres tueries au Burundi cette fois-ci qui étaient au cœur d'un hommage rendu au Kenya. Une veillée a été organisée, comme vous allez voir sur ces images, à Nairobi, en hommage aux 87 personnes qui ont été tuées vendredi à Bujumbura. Tuerie pour laquelle l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch exige une enquête, je cite, sérieuse et indépendante. Le colonel Gaspard Baratuza, le porte-parole de l'armée burundaise, a précisé samedi que parmi les morts figurent 79 ennemis et 8 soldats, tous tués la veille au cours d'attaques coordonnées de 3 camps militaires du pays. Human Rights Watch dénonce également le fait que la police et les autorités locales aient enlevé des cadavres avant que des enquêtes puissent être menées. Certains témoins dénoncent, eux, un bilan encore sous-estimé et une rafle de plus de 200 jeunes dans ces quartiers par les forces de l'ordre du Burundi.
Et selon Human Rights Watch, la tuerie de vendredi serait le plus grave incident depuis le début de la crise fin avril au Burundi. On vous le rappelle, date à laquelle a été annoncée la candidature de Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat présidentiel. Politique en Afrique australe à présent. Le président sud-africain Jacob Zuma a limogé hier son tout nouveau ministre des Finances. 4 jours seulement après une nomination surprise, le chef de l'État a démis de ses fonctions David Van Rooyen, un parlementaire peu connu du parti au pouvoir, l'ANC. Il est remplacé par Pravin Gordhan, ancien ministre respecté des Finances pendant 5 ans jusqu'à 2014 et qui a été renommé pour remplacer son prédécesseur de courte durée. Jacob Zuma justifie sa décision par une volonté d'écouter les nombreuses recommandations qui ont été reçues notamment par le peuple. Monsieur Van Rooyen avait été désigné par le président sud-africain alors qu'il venait de limoger mercredi dernier l'autre ministre des Finances en place, le respecté Nanana Nene. Aucune raison officielle n'a été invoquée en revanche, mais la décision critiquée par les médias et par les analystes avait plongé, on le rappelle, l'économie sud-africaine dans l'incertitude. La monnaie nationale avait notamment chuté à des niveaux historiquement bas. Ouvrons un chapitre environnement à présent. Ce week-end, Dakar a accueilli un concert pour la planète. Ce concert gratuit a été donné dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale sénégalaise par de nombreux artistes africains, dont les Ivoiriens de Magic System. Des milliers de spectateurs étaient rassemblés, comme vous le voyez, place de l'Obélisque, et ce en marge de la COP21, ce sommet climatique mondial qui se déroulait, lui, en France. Alors artistes, animateurs, volontaires, tous étaient réunis en tout cas pour l'environnement et ils ont plaidé pour le sauvetage de la planète. Parmi les artistes présents, il y avait aussi les Sénégalais de Baba Mal, les pionniers du rap dans le pays Didi Awadi et De Guiti de Positive Black Soul, les rappeurs stars du pays Human et Keiti, les stars du désormais célèbre journal télé Rappé. Ils ont notamment délocalisé pour l'occasion leur plateau et les spectateurs ont pu découvrir également une jeune chanteuse sénégalaise, Marema, la lauréate du prix Découverte RFI 2014. Le concert qui était co-organisé par le Sénégal, la ville de Dakar, l'Union européenne ainsi que des ambassades européennes a été retransmis en direct à la télévision publique sénégalaise. Son but, sensibiliser la population sénégalaise aux enjeux autour du changement climatique et plus largement aux questions environnementales. Je vous propose d'écouter ces commentaires de quelques-uns des artistes qui se sont produits sur la scène dakaroise. Moi, comme les autres, on était déjà engagés, vu que j'ai entendu que Magic System avait déjà fait un clip pour l'environnement. Et moi, déjà, j'avais créé une fondation aussi pour l'environnement, pour lutter contre les déchets plastiques. Donc, je pense que c'est une belle occasion d'exprimer encore une fois notre rôle par rapport à la nature. Je ne sais pas trop s'il y a des artistes qui sont réellement, sincèrement engagés, mais je sais que ça nous parle, ça nous interpelle. Ça nous interpelle parce que dans la plupart de nos chansons, surtout nous qui faisons le journal Rappé, on est appelé à faire beaucoup de recherches, on est appelé à faire beaucoup d'investigations pour traiter de certains sujets. Et il nous est arrivé justement dans nos investigations de nous rendre compte qu'il y avait un rapport direct entre le réchauffement climatique et l'immigration clandestine. Et cette immigration justement, qui fait la une de l'actualité depuis un certain moment. L'actualité environnementale, c'était également la COP21 qui, enfin, s'est terminée en France. Le sommet mondial sur le climat s'est clôturé ce week-end par la signature samedi d'un accord qualifié d'historique afin de tenter de sauver la planète du désordre climatique. Le texte a été adopté au Bourget, près de Paris, par 195 pays et il a été annoncé par Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, mais aussi le président de cette 21e conférence du climat de l'ONU. 6 ans après le fiasco total de la COP de Copenhague, qui avait échoué à sceller un accord, c'est dans une atmosphère euphorique et par une ovation de plusieurs minutes qu'a été salué cet accord. L'accord entérine les objectifs très ambitieux de contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés Celsius. Objectif, limiter les dérèglements climatiques, c'est-à-dire concrètement la multiplication des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations ou encore de la fonte accélérée des glaciers. Et une autre exigence forte des pays du Sud, cette fois-ci, a été entérinée également, l'aide climat aux pays en développement qui doit atteindre 100 milliards de dollars annuels en 2020, qui devra être un plancher appelé à être revu à la hausse. Les présidents américains et français se sont également exprimés face à l'espoir de cette signature d'accord. Je vous propose de les écouter. Even if all the initial targets set in Paris are met, même si tous les objectifs posés à Paris sont atteints, nous n'en serons venus à bout que partiellement en ce qui concerne la réduction des émissions de carbone dans l'atmosphère. Il ne faut donc pas se satisfaire de l'accord d'aujourd'hui. Le problème n'est pas résolu avec cet accord. Mais ne vous méprenez pas.
l'accord de Paris met en place un cadre durable dont le monde avait besoin pour résoudre la crise climatique. Lorsque l'on vous interrogera, on nous interrogera sur le sens de notre vie, sur l'accomplissement de nos actions, nous pourrons évoquer bien des faits, nous pourrons raconter bien des histoires, mais une reviendra. Vous pourrez dire le 12 décembre 2015, nous étions à Paris pour l'accord sur le climat. Et vous pourrez en être fiers devant vos enfants et devant vos petits-enfants. Mais au-delà de l'espoir des mesures qui ont été décidées, eh bien, d'aucuns estiment qu'il reste encore beaucoup à faire pour que ces engagements ambitieux se concrétisent. C'est notamment le cas de certaines organisations non gouvernementales comme Greenpeace. Cet accord, pour nous, il est insuffisant dans le sens où il n'est pas assez ambitieux et surtout, il ne permet pas d'aller assez vite. Si on avait 2 siècles devant nous, on aurait pu dire que cet accord était bon, mais on n'a pas 2 siècles devant nous pour régler la crise climatique. Il aurait fallu aller beaucoup plus vite et on avait une opportunité historique parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient là pour gagner du temps dans cette course contre le dérèglement climatique. Ce qui manque, c'est d'avoir un engagement à long terme qui dise qu'il faut se détourner des énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, parce que ce sont elles qui sont responsables du dérèglement climatique et basculer tout de suite dans un système fait de 100% d'énergie renouvelable. S'il y avait eu ça dans ce texte, on aurait applaudi à demain. Malheureusement, il n'y a pas ça. Un mot de politique, toujours en France, avec les résultats très attendus du second tour des élections régionales. Finalement, la France semble avoir dit non à l'extrême droite. Hier dimanche, le Front National de Marine Le Pen a en effet remporté aucune région dans ce scrutin à fort suspense. Car il faut le rappeler, le parti français d'extrême droite avait tout de même réalisé des résultats records au premier tour la semaine dernière avec son discours europhobe et anti-immigration. La mobilisation des électeurs a visiblement réussi le barrage à l'encontre du FN, donc. Aucune autre surprise, celle des résultats estimés en région parisienne, où l'opposition de droite gagne après 17 ans de gestion de la région par la gauche. De manière générale, la majorité présidentielle de François Hollande a limité les dégâts, avec 5 régions sur 13 en métropole. L'île de Corse a, elle, été remportée par les nationalistes, une grande première. Terminons notre flash information au Bénin. Cotonou, la capitale économique du pays, a été le week-end dernier le carrefour des sociétés du masque d'Afrique. À travers Feridama, le festival des rituels et danses masquées, des Togolais, des Nigérians, des Béninois ont présenté des spectacles de masques. Assurer la transmission aux nouvelles générations, c'était l'un des objectifs que s'est fixé la section africaine du CIOF, le Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'art traditionnel. Romuald Vissot pour les détails. Spectacle de Zangweto signifiant le gardien de nuit. Ce sont les Béninois qui ouvrent la 6e édition de Feridama, le festival des rituels et danses masquées. Dans le monde du Zangweto, les rituels donnent parfois des frissons. Ici, le masque s'est transformé en ceci et parle. À coup d'incantation, les adeptes font revenir le masque qui reprend vie. Ces masques constituent le patrimoine culturel immatériel et matériel de l'Afrique. Ils jouent un rôle prépondérant dans la société que le CIOF, le Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'art traditionnel, tient à mettre en exergue. Avec les sociétés de masse, ils ont une fonction de guérison des maladies à travers la vertu des plantes. Ils assurent plusieurs fonctions et ces sociétés de masques que nous avons au Bénin ont été durement frappées de disparition parce que les masques rituels sont volés par certains antiquaires. Après les Zangweto du Bénin, les Nigériens viennent assurer avec les Kunoko Takpa, des masques hyper longs et qui, malgré leur taille, dansent et se déplacent aisément. Il en est de même des Togolais. Les Gisassiers du Togo ont présenté ce que les Béninois appellent en langue fongbe Bodigege. Des hommes s'attachent aux pieds des bambous et font même des mouvements acrobatiques. Il faut donc travailler à pérenniser ces traditions africaines et à les transmettre aux générations présentes et futures. C'est le défi que les membres du CIOF Afrique se sont lancés en se détachant de l'Europe du Sud qui les coiffait auparavant. Avec tout le potentiel que l'Afrique possède, il était temps que l'Afrique puisse se démarquer. Donc nos objectifs actuellement,
c'est de développer le surf dans tous les pays africains, parce que dans chaque pays, il y a du patrimoine culturel immatériel et matériel. Donc nous voulons valoriser notre culture. La première session du Sea Off s'est donc tenue à Cotonou avec la participation de plusieurs délégations. Des Occidentaux sont même venus leur prêter main forte. Désormais, l'Afrique a son représentant au sein du conseil d'administration du Sea Off, dont le principal partenaire est l'UNESCO. Les masques d'Afrique ne pourront plus disparaître. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 14 décembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.